Espace TV, le 22h. De vous retrouver pour encore mieux vous informer. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce 22h, c'est parti pour les choses sérieuses. Lansana Beya Diallo a pris fonction ce mardi à Conakry. Le président du COCAN s'engage à être le ministre de tous les sports sans aucune exception et promet de répondre aux aspirations de la jeunesse. L'insécurité, on en parle encore à Conakry et cette fois c'est un parking, un magasin au quartier kenyan qui ont été attaqués par des inconnus armés. Les présumés assassins auraient emporté des pièces détachées et une importante somme d'argent. Le gardien des lieux a lui été passé à tabac par les malfrats. On parle d'art dans notre angle de ce mardi, le graffiti. Les pays de la sous-région en connaissent son utilité pour la jeune génération. Un jeune originaire du Sénégal et amoureux de la Guinée veut amener le pays à adhérer à cette œuvre artistique et surtout amener sa jeunesse à pratiquer cet autre mode d'expression. Et c'est Bernard Koundounou qui découvre pour nous ce jeune talent. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Bienvenue à tous. Quand le rapport de force change, inutile de jouer au petit héros. Cette assertion est de Dr Ahmed Tidiane Souare, qui d'ailleurs reconnaît avoir été un premier ministre dans un mandat de trop. Se basant sur son expérience d'homme politique, il dit avoir tout fait pour faire raisonner Alpha Condé, qui se croyait propriétaire de la Guinée, de la chute du régime auquel il a appartenu, aux dérives de l'ex-président. Ahmed Tidiane Souare est revenu dans les petits détails. Mariam Fodé Camara, décryptage. S'il y a une personne qui a la légitimité de conseiller la nécessité de préserver une constitution, c'est bien les hommes qui ont servi le pays sous Lansana Conté, compte tenu de leur expérience. Mais Alpha Condé a fait la sourde oreille. C'est l'ivresse du pouvoir, c'est la gestion autocratique du pouvoir qui amène à tout cela. Il s'isole, il n'écoute plus personne, il se croit être le propriétaire et du pays et des populations. Sur la gestion de la transition et surtout comment manager la CEDEAO, l'ancien Premier ministre appelle le CNRD à garder le cap et fixer le calendrier de la transition. Ils finiront par trouver un point de convergence. Prendre le pouvoir par la force, par les armes, c'est toujours un recul démocratique. Ouais. Cela doit être acté comme ça, mais l'expérience nous montre que parfois, il faut reculer pour mieux sauter. Ouais. Puisque déjà la démocratie était compromise. Il y avait eu le coup d'État constitutionnel que nous tous, nous avons voulu éviter. Ouais. On était dans l'impasse. La gestion du patrimoine fait débat. En homme averti, il conseille au gouvernement de limiter ses ambitions et traiter les dossiers au cas par cas. Ouvrir des chantiers trop grands nous empêchera de traiter comme il faut les dossiers, même dans le cadre de ces chantiers. De 58 à maintenant, je pense que c'est trop ambitieux. C'est trop ambitieux. Donc il faut traiter au cas. On peut ouvrir le chantier. Ouais. Pour le reste, il demande au président Mamadi Doumbouya de garder le cap car ce n'est jamais évident. 537 fonctionnaires de la police viennent d'être mis à la retraite. Ce ratissage n'a pas épargné le directeur général de la police nationale. Le contrôleur général Ansoumane Kamara, alias Bafoué, a été remplacé par Abdul Malik Kone, ancien directeur de la police judiciaire. C'est désormais officiel, le tout nouveau ministre des Sports et président du COCAN a pris fonction ce mardi à Conakry. La cérémonie qui s'est déroulée au siège du COCAN a mobilisé des hautes personnalités et des acteurs sportifs du pays. On fait le point avec Aminata Massile Bangoura et Aliouba. Ancien député belge, Lansana Beya Diallo, c'est l'homme qui tient désormais les rênes du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le secrétaire général du gouvernement qui a présidé la cérémonie.
rappelle quelques préoccupations du département. La mission est énorme et d'autres défis, non les moindres, sont à relever, dont entre autres, développer les projets à haute intensité de main-d'œuvre, faire de l'employabilité des jeunes une réalité, promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Lansana Beya Diallo s'est dit conscient des nombreux défis qui s'imposent à son département. Il s'engage à tout mettre en œuvre en vue de répondre aux attentes de la population, notamment celles de la jeunesse. L'emploi, la formation, l'entrepreneuriat des jeunes seront des axes importants de cette transition. Nous voulons donner aux jeunes les outils nécessaires pour s'épanouir dans le travail et concrétiser leurs projets. Un de mes premiers objectifs sera de permettre à toutes les Guinéennes et tous les Guinéens de pratiquer du sport. Devant le parterre de personnalités et des cadres du département, le nouveau ministre a promis d'agir pour l'intérêt de tous les Guinéens. Je voudrais être clair aussi avec tout le monde. Ce n'est pas parce que je suis boxeur que je serai évidemment le ministre des boxeurs. Je serai le ministre de toutes les sportives et de tous les sportifs sans aucune différence de discipline. Le ministre Lansana Beya Diallo entend aussi s'investir davantage pour amener la jeunesse à renoncer à l'immigration clandestine. En ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations 2025, un autre défi majeur. Il promet de s'y mettre dès maintenant pour réussir le pari. Les étudiants de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia ont manifesté ce mardi matin dans l'enceinte de l'établissement. Ils réclament l'augmentation de leur bourse d'entretien et l'amélioration de leurs conditions d'études qu'ils trouvent assez pénibles. Ils disent vouloir continuer ces mouvements jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Suivez les détails avec André Mossier Milimono et Ousmane Sissé. Ils ont décidé de se faire entendre face aux nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés ici, à l'université de Sonfonia. Ces étudiants en colère revendiquent un certain nombre de points. Il y a les étudiants qui se trouvent au banlieue, Koya, Dubreka, ils doivent se restreindre à Sonfonia et à Gamal Abdel Nasser. Ça, c'est un voyage avec l'état de la route et avec la conjoncture économique des gens. Il y a les étudiants qui suivent les cours ici à la porte, certains au niveau ici des fenêtres. Donc c'est anormal, on ne peut pas suivre les cours dans ces circonstances. On n'a pas de connexion dans les universités. Nous demandons aux nouvelles autorités de nous doter de Wi-Fi haut débit et encore de voir ici l'état de nos pécules, de donner ici des pécules ici raisonnables. Nous les recommandons de doter toutes les universités au moins de 15 bus. Ils auraient mené plusieurs démarches auprès des autorités de l'université pour trouver solution à leurs problèmes, mais en vain. Si on dit de parler, les autorités des universités nous empêchent, ils nous collent zéro, on nous fout dehors. Maintenant, il est temps de briser le silence. On a envoyé les mémorandums, tant que les envoie 2 semaines, on ne nous a pas répondu. Moi, je suis parti au rectorat de Sonfonia 2 à 3 fois. Et les mots qu'ils me disent, ils ne cessent pas de trouver la solution. On nous dit ne faites pas ça, il faut se soit d'abord à la manifestation. Actuellement, la situation du pays n'est pas bonne. Les manifestants ne comptent pas se limiter là. Ils veulent poursuivre ces mouvements jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Oui, nous voulons continuer. On ira jusqu'au bout. Pendant que les jeunes expriment leur ras-le-bol, le recteur de l'université fait une brève apparition sur les lieux. Pas de discours, pas d'interview non plus pour les journalistes présents. 16 milliards de francs guinéens, c'est le coût de réalisation des micro-projets que la commune de Matoto doit bénéficier. Ce mardi, le maire et les conseillers communaux se sont retrouvés en session extraordinaire. L'objectif était de présenter et faire le compte-rendu sur des micro-projets retenus par l'AFICON, ensuite discuter de la préoccupation des citoyens de la commune. Une rencontre qui a enregistré la présence du représentant de Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Compte rendu, Jenna Bangoura, Aboubakar Din Kamara. Sur les 45 conseillers de Matoto, 39 étaient présents à cette session extraordinaire. Les conseillers ont d'abord exprimé leurs préoccupations, fait des objections et suggestions sur le choix des micro-projets retenus par l'Agence de financement des communes de Conakry. Un choix qui est mal accueilli à l'unanimité
Des conseillers qui ont aussitôt demandé des éclaircissements à Mamadou Batos Camara, le maire. La construction de l'école primaire et collège R+3 à Tobolia Plateau nous donne un coût de 7 milliards 852 millions. Et Matoto Rabetaya, le collège R+3, 3 milliards. J'ai un peu d'amalgame par rapport à 7 milliards 852 sur la construction de R+3 et la construction de R+3 à 3 milliards. La construction de l'espace de détente de Sangoya, du stade cabinet, la construction de 4 latrines publiques et la rénovation d'un centre de santé sont les projets retenus par l'AFICOM. Sur le choix, le maire s'explique. On nous a envoyé des projets. Je dis, et comment on peut envoyer des projets, imposer des projets aux communes? Moi, je pense que c'est des conseillers qui doivent proposer à travers leur plan d'urgence des projets prioritaires. Pour le bien de la commune de Matoto, le maire avoue son indéfectible détermination à conjuguer les efforts avec ses pairs. Pour ce qui est des réserves sur les projets retenus, cela fera l'objet d'une autre session. Pour l'heure, la hache de guerre est à moitié enterrée, affirment certains conseillers. Le dossier du colonel Mamadou Alpha Bari revient devant les magistrats de la Cour suprême ce mardi. Le procès en appel fait suite à l'introduction de la requête pour des fins de sursis à l'exécution contre l'arrêt numéro 59 condamnant le colonel à 4 ans de prison et au paiement d'une amende de 140 millions. À l'issue des exposés, l'affaire a été mise en délibéré pour le 23 novembre prochain. Le compte-rendu est signé Ali Bazara Kamara et Ibrahim Soli 5 Souma. Après plusieurs reports, les demandeurs de sursis en faveur du colonel Mamadou Alpha Bari étaient devant la Cour suprême ce mardi matin. À l'ouverture des débats contradictoires, le conseiller du condamné de la Cour d'appel de Conakry a demandé l'annulation de l'arrêt numéro 59, confirmant la décision du tribunal militaire. Nous étions venus devant la Cour pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêt qu'il a condamné pour ne pas qu'un huissier de justice soit à ses trousses et pour saisir sûrement ses avoirs ou ses biens par-ci par-là. Peut-être cet arrêt de sursis peut même nous permettre d'obtenir sa remise en liberté. Dans son exposé, l'avocat de l'opérateur économique Ibrahim Diallo a estimé que le vol aggravé reproché à l'ancien porte-parole de la gendarmerie est avéré. Par conséquent, il a demandé le rejet de la demande d'annulation de l'arrêt numéro 59 de la Cour d'appel de Conakry. Ce qui est sûr, c'est que les numéraires appartenant à M. Ibrahim Diallo ont été soustraits par le colonel Mamadou Alpha lorsque celui-ci a été arrêté arbitrairement. Lors des débats, le ministère public a demandé le rejet de la demande de pourvoi en cassation. Les demandeurs, eux, ne comptent que sur la Cour et le président. Monsieur le chef de l'État, monsieur le chef suprême des armées, nous profitons de ce micro et de cette audience pour lui demander humblement d'accepter, d'accorder sa grâce présidentielle à ce gendarme qui a tout donné à notre pays. Le dossier est mis en délibéré pour le 23 novembre prochain à la Cour suprême de Conakry. Je vous le disais au sommaire, attaque à main armée dans un parking et un magasin ce mardi aux environs de 3 h du matin. Cette attaque a eu lieu au quartier Kenya sur l'autoroute Fidel Castro dans la commune de Matam. Selon des responsables de ce parking, les présumés assaillants auraient réussi à tabasser le gardien avant d'emporter certaines pièces détachées et une importante somme d'argent. Antoinette Dédé Onivogui et Elseli Camara pour le reportage. Bo Lansine Doumbouya et Adama Berete, respectivement chefs de parc et vendeurs de pièces détachées, ont reçu la nuit dernière la visite inopinée d'un groupe de bandits armés et encagoulés qui ont réussi à défoncer le mur et emporter une voiture et une somme considérable. Avant de commencer, il a demandé au gardien s'il connaît le domicile des chefs de parc ici, la Lansine Doumbouya, moi. Et lui, il a dit vraiment il ne connaît pas. Il dit s'il ne dit pas là où moi je suis logé, de leur conduire là-bas, qu'ils vont lui tuer. Lui, finalement, ils ont sorti une pince là, ils ont blessé sa pied.
Ils ont laissé ici, mais j'en prends beaucoup de temps au parc ici. Désemparés, les victimes ont déploré cette situation avant de faire le bilan des dégâts causés par ces présumés malfrats. Ils ont pris un véhicule, ils ont cassé mon bureau, il y avait 43 millions de francs guinéens et $400 dans mon tiroir. Donc ils ont pris ça et la voiture, il y avait une voiture Corolla Yaris ici, ils ont emporté ça aussi. À côté aussi, les magasins qui est là, ils ont cassé un magasin là-bas pour un de mes frères, Adama Berete. Ils ont emporté de l'argent là-bas encore. Moi, je ne peux rien dire. Parce que Sonissa fait ce qu'il voulait faire. Donc, pas de commentaires dans ça. Le chargé de conflit du bureau des syndicalistes de la CAS condamne cette attitude et invite les autorités du pays d'engager la poursuite judiciaire afin d'arrêter et punir ces présumés malfrats à la hauteur de leur forfaiture. Tout ce que nous pouvons demander à l'autorité, d'essayer de nous établir dans nos droits et essayer de sécuriser les Guinéens et les biens. Parce que là, ça commence à nous faire peur un peu. Ils cherchent maintenant à sécuriser les Guinéens et leurs biens. Et les biens que nous avons perdus, si l'État peut essayer de revoir comment nous allons rentrer en possession de ça. Les citoyens de ce quartier proposent aux nouvelles autorités du pays la réinstallation des points avancés pour lutter contre le banditisme dans la capitale. Plusieurs enfants dont l'âge d'aller à l'école errent dans les rues de Conakry pour faute de moyens pour leurs parents. Ces enfants démunis sont récupérés par les orphelinats pour leur donner une meilleure éducation. Dans ces centres, des personnes de bonne volonté ne cessent de leur apporter leur aide. Malik Senghana Kamara était ce mardi à l'orphelinat Regina Maris à Kipé. Suivez. Cet orphelinat est un centre de réhabilitation des enfants handicapés physiques, des handicapés mentaux légers, démunis qui se trouvent dans des situations difficiles. Ici, ils reçoivent des formations leur permettant de devenir des cadres de demain. Leur encadrement nécessite des gros moyens. Des structures jeunes et d'autres personnes de bonne volonté viennent souvent appuyer les efforts du centre. Nous estimons qu'on pourrait se battre beaucoup plus ici sur le terrain et pour impacter les gens ici en Guinée, mieux qu'on peut le faire aux États-Unis. Les enfants bénéficient de ces jeunes des fournitures scolaires et des vivres. C'est la joie pour ces tout petits. Mais aussi pour la directrice de l'orphelinat. Ça me fait un grand plaisir, ça me va droit au cœur. Nous travaillons pour ce pays, nous travaillons pour vous et nous espérons que vous serez demain notre relève. L'orphelinat Regina Maris a un effectif de plus de 60 enfants. Le respect de leurs droits reste un souci majeur pour les encadreurs. L'utilisation de la soude caustique devient de jour en jour inquiétante en Guinée. De nombreux enfants payent les frais de ce produit. Ils font face à des conditions de vie assez insupportables. Témoignages émouvants. C'est dans ce reportage signé Aminata Massile Bangoura. Comme vous le constatez sur ces images, ces enfants sont victimes de l'injection accidentelle de la soude caustique. L'utilisation de ce produit qui entre dans la fabrication du savon local, très prisé en Guinée, ne reste pas sans conséquences sur la vie des tout-petits. Un véritable problème de santé publique selon ce médecin. Ils sont là avec la sonde. Cette sonde de gastrostomie qui est là, qu'on a mis dans l'estomac, c'est par ça que les parents pompent avec une grosse seringue le manger de ces enfants. Tenez-vous bien, il y a des enfants qui ont passé 3, 4 ans et même 5 ans avec cette sonde. Ça devient un problème, un véritable problème de santé publique chez nous. Parce que la prise en charge est compliquée. Cette dame, par exemple, se déplace à chaque fois de Zérékoré jusqu'à Conakry pour suivre le traitement de son frère qui a accidentellement bu la soude caustique. À chaque fois qu'on a besoin de nous, il faut que moi je vienne. Ça fait pitié, c'est la vie. Conscient du danger de la soude caustique et du coût du traitement, ce médecin demande de l'aide de bonne volonté et invite les parents à plus de vigilance en vue de limiter les dégâts. C'est souvent accompagné des petits problèmes pulmonaires et il y a aussi ces enfants qui sont toujours parasités. Qu'on s'approche à nos mamans et pour dire que, écoutez, vous faites le savon, c'est très bien. Vous faites la teinture, c'est très bien. Mais attention avec la soude caustique, c'est un produit dangereux.
Dans cet hôpital, 28 enfants sont régulièrement dilatés et 11 autres attendent de l'aide pour être évacués. Selon ce médecin, des cas d'accident sont déclarés à chaque mois et c'est pourquoi il invite chacun à plus de responsabilités. Plus de responsabilité donc aux parents. La Fédération guinéenne de badminton renforce ses capacités de ses techniciens. Pendant 8 jours, 14 entraîneurs venus de divers horizons ont été outillés par un expert international, Mamadou Sadio Baldé, Oiba et Yacouba Traoré pour plus de détails. Quatrième du genre, cette formation vise à vulgariser le badminton en Guinée. Elle est aussi préparatoire pour le niveau 1 international. Ils ont progressé. 8 jours, ce n'est pas tout à fait suffisant pour faire de quelqu'un un expert. Donc j'ai espoir qu'après mon passage, ils pourront continuer le travail pour s'améliorer personnellement sur les techniques et pouvoir les enseigner convenablement aux joueurs. Un mécanisme de suivi est mis en place pour suivre l'évolution des entraîneurs. Ceux-ci doivent rejoindre les régions respectives avec les équipements pour partager leur expérience en tant qu'ambassadeurs du badminton. Autant qu'ils sont ici les 14, ils doivent produire obligatoirement des joueurs et un minimum de 10 joueurs avant le prochain championnat national. Donc si quelqu'un n'arrive pas à produire 10 joueurs, c'est qu'il n'a vraiment pas travaillé après la formation. Les techniciens ont suivi auparavant 3 autres formations et plus pour certains, mais celle-ci avait une touche particulière. Il a plus détaillé comment enseigner l'enfant. Il a donné plus de détails en fonction de ceux qui ont passé à travers ceux qui sont passés précédemment. Le président de la Fédération guinéenne de badminton se dit globalement satisfait de la formation. Il annonce l'organisation du premier championnat national de badminton en février 2022. Ils ont pris l'engagement même de mettre en place des équipes pour qu'ils puissent compétir en 2022 quand nous allons organiser le premier championnat national. De son côté, le ministère des Sports s'engage à accompagner cette jeune fédération. En collaboration avec Canal+ et Montreux Comédie, l'Africa Stand-Up a organisé la 5e édition de l'Africa Stand-Up Festival. Cette grande messe de l'humour africain s'est déroulée à Douala, au Cameroun, du 26 octobre au 2 novembre 2021. À cette rencontre, c'est l'humoriste Bapa Oumar Zigué qui a représenté la Guinée. De retour au pays, il s'est entretenu avec Mamadou Sadio Baldé. Quitter le pays de Sobaïlo et se rendre à celui de Jean-Michel Cancan, c'est juste porter une responsabilité sur ses épaules. Face au public, un geste, une phrase suffit pour leur rendre hommage. Quand je suis allé, vous avez bien fait de parler de Sobaïlo et de Jean-Michel Cancan. Quand je suis venu, mon intro, j'ai fait Famio. Ils ont crié oh, tu vois. Parce que depuis tout petit, on a grandi avec les cassettes de Jean-Michel Cancan, de Sobaïlo et de tout cela. Malheureusement pour nous en Guinée, l'humour n'était pas aussi codifié. Un spectacle se prépare, mais parfois les improvisations peuvent produire plus de résultats. Véhiculer un message dans une dose d'humour relève de beaucoup d'habileté. J'ai dû même changer mon spectacle. À la base, je partais avec un spectacle préparé, mais mon voyage a été un peu atypique parce que j'ai eu à rencontrer des difficultés. Mais j'arrive, comme vous l'avez dit, dans le pays très ancré à la culture, très ancré surtout à l'humour. Les Camerounais sont des humoristes. Donc pour moi, qui étais là pour ma toute première expérience, c'était vraiment excitant. C'était excitant, il y avait la pression, mais il y avait aussi l'envie justement de montrer que la Guinée, comme je l'ai dit, c'est un pays aussi de culture. Papa Oumar a bénéficié des appuis d'un frère qu'il appelle coach et de la société Guinée Games. L'implication de Oumar Mané qui m'a coaché et qui a vraiment confiance en ce que je fais. Il a rencontré Madame Doumbouya Abibatouba qui est, si je ne m'abuse, la responsable marketing à Guinée Games. Donc moi j'ai eu le billet d'avion 2 semaines avant mon départ. Donc ça m'a permis d'avoir l'esprit tranquille pour faire les répétitions. La diffusion se fera sur Canal+ courant 2022. La rencontre avec les humoristes d'autres pays a apporté une riche expérience et un carnet d'adresses qui seront utiles pour la suite de sa carrière. Le journal se poursuit, à présent notre angle.
graffiti est une œuvre d'art méconnue en Guinée, mais grâce au concours d'un jeune originaire du Sénégal, le métier commence à se développer. Peu à peu, il a créé un groupe dénommé Guinée Ghetto Graffiti, à travers lequel il fait des dessins sur des lieux publics pour véhiculer des messages de sensibilisation. Bernard Koundounou et Tcherno Sadouba sont allés à sa rencontre. C'est le grand angle de cette édition. Avec son pinceau, ses boîtes de peinture, Oumar Dia, artiste graffeur, utilise son savoir-faire pour véhiculer les messages de sensibilisation sur les lieux publics de Conakry. Passionné de la peinture depuis l'âge de 8 ans, Omar est arrivé en Guinée en 2018. Il a mis en place un groupe dénommé Guinée Ghetto Graffiti avec pour ambition promouvoir la culture guinéenne. Chez nous à Dakar, quand tu marches, tu vois les graffitis, tu vois toutes ces formes d'expression-là. Donc, la Guinée était un peu en retard. Et je me suis engagé, et c'était un défi pour moi de faire connaître cette forme d'art. C'est en ce sens que j'ai collaboré avec des structures de la place pour faire connaître le graffiti. À Dabondi, sur les allées de l'autoroute, Omar a réalisé son premier projet qu'il appelle « La Guinée rend hommage à ses hommes ». C'est une participation que la structure Guinée Ghettographe a fait. Parce que c'est non seulement de faire connaître le graffiti et rendre hommage à ces artistes qui ont beaucoup donné pour la Guinée, qui ont beaucoup donné pour la culture guinéenne. Au-delà de son ambition d'immortaliser les personnalités du pays, Omar sensibilise à travers son art. On a fait le trachome, la filariose lymphatique, la schistosomiasme. Toutes ces maladies-là, c'est pour moi, parce qu'avec le graffiti, on a une large visibilité. Et ici, les gens passent, il y a des milliers de personnes qui passent ici. Et quand ils vont voir ces dessins-là, ça va les sensibiliser. Avant de s'appliquer au mur, le jeune graffeur fait des travaux préliminaires dans son petit atelier situé en haute banlieue de Conakry, là où la magie s'opère. Avant de les faire d'effacer dans la machine, qu'on essaye de matérialiser, de les dessiner. Et vous voyez comme ça c'était un texte qu'on nous avait donné à interpréter. Donc d'habitude, les maquettes, on le fait sur l'ordinateur. Vous avez vu, ça c'est l'image 2. Image 3, vous avez vu comment on a matérialisé l'enfant à l'intérieur avec les plats. Ici, vous avez vu l'enfant en face de la vache. Il y a les mangers qui sont à côté. Ça, ce sont des contes qu'on essaye de faire sur l'ordinateur. Vous avez vu la communauté. C'est cette couleur qu'on a pris pour faire comme fond. On a travaillé sur le noir comme contraste. Ensuite, les lumières. On joue sur le gris, les tons de gris avec les tons de noir. À travers des histoires lues dans les romans, cet artiste peint des tableaux dans son atelier. La culture de l'Égypte antique, en mettant en valeur la reine Cléopâtre, je l'ai habillée en or. Quand vous voyez, il y a les trucs en or sous forme de cornes. Et on voit à l'intérieur des rayures qui brillent. Ensuite, j'ai matérialisé un long cou parce que dans les écrits, on a dit que Cléopâtre avait un long cou. Omar n'est pas qu'un simple peintre. Avec sa structure, il forme d'autres jeunes passionnés de la peinture. Je ne savais même pas comment on fait les dessins, les trucs comme ça. Il y a les couleurs aussi que je ne savais pas comment mélanger. Mais à l'air là aujourd'hui, je dis Dieu merci, alhamdoulilah. Grâce à lui, il m'a montré beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux faire les choses comme ça, je peux mélanger les couleurs. Il y a les dessins aussi que je peux dessiner aussi. Le groupe Guinée Ghetto Graffiti qu'il dirige se fixe pour ambition de faire connaître ce métier en Guinée, puis développer des dossiers pour sensibiliser le maximum de Guinéens sur les maladies dangereuses. Il y a des grands thèmes qu'on veut développer cette année sur ce que vous voyez là, la salubrité publique. Vous voyez que les gens sont en train de verser les ordures non loin des fresques. Ça, c'est un sujet d'actualité qu'on doit prochainement développer. Omar et son équipe comptent immortaliser les grandes figures de la résistance coloniale en Guinée
sur le pont du 8 novembre. Merci à Bernard Koundounou et à Graffiti Ghetto, Calisso et toute la rédaction d'Espace TV ont réalisé cette édition qui s'achève juste après. Vous suivrez l'atelier de l'OIM sur la gestion des questions migratoires et aussi la remise ce mardi par la République populaire de Chine à travers PAM et Plan international guinéen des vivres à la population de Kolahouré dans Koya. Portez-vous bien. Dans la Méditerranée, ils sont nombreux ces jeunes qui meurent à la recherche du bien-être. Le problème se situe souvent au niveau des statistiques sur des personnes décédées. L'Organisation internationale pour la migration et l'Observatoire guinéen pour la migration pensent trouver une solution. Un atelier de collecte des données migratoires va être mis en place. C'est une très bonne chose qu'il y ait eu cet atelier qui vise à collecter des indicateurs sur aussi bien le nombre, le profil, le départ, la transition, bref, toute la situation concernant les migrants dans notre pays. Pour l'OIM, la gestion des questions migratoires est complexe. En Guinée, l'Observatoire guinéen des migrations a été créé à cet effet. À travers cet atelier, l'OGM compte renforcer ses capacités de gestion de ces phénomènes naturels. On doit savoir pourquoi et comment la migration sont faites en Guinée. Donc après ça, on peut avoir des politiques pour aider la politique migratoire, pour comprendre comment est-ce qu'on peut mieux gérer cette situation. Les participants sont des étudiants en master spécialisés en migration, des responsables des organisations de la société civile et représentants d'institutions. Ils se félicitent des objectifs de l'atelier. Au niveau de la Méditerranée, les cas de noyade, au niveau de nos frontières, les flux de migrants de part et d'autre, mais on ne maîtrise pas les flux. On ne sait pas combien sort, combien rentre. Et l'atelier là se situe dans ce contexte. Cette rencontre qui va durer 3 jours est une suite logique des activités de gestion des questions liées à l'immigration démarrées depuis la création de l'Observatoire guinéen pour la migration. Ce sont 214 ménages de 1170 personnes de Kolahouré dans Kouria, préfecture de Koya, qui ont bénéficié de ce don. Il s'agit du riz, du haricot et de l'huile. Cette initiative est de la République populaire de Chine, mise en œuvre par le PAM et Plan international Guinée. Cette contribution de $1 million accordée par le gouvernement chinois permettra au bureau de PAM en Guinée de fournir une aide alimentaire d'urgence à une population en situation d'insécurité alimentaire. Plusieurs stratégies ont permis d'atteindre les objectifs fixés. Il s'agit du ciblage des ménages vulnérables, les femmes, y compris celles porteuses de handicap, dans les zones, et la distribution des vivres. Le premier tour des rations de 45 jours a déjà commencé depuis le 2 novembre pour finir le 15 novembre prochain. Et le deuxième tour des rations de 45 jours se fera du 1er au 15 décembre 2021. Ce don est destiné donc aux ménages touchés par la COVID-19. Le PAM et Plan international Guinée invitent les bénéficiaires à l'utilisation rationnelle de ces vivres. On demande surtout de concert avec PAM de ne pas vendre les nourritures au marché, de ne pas déplacer les nourritures de la maison, mais de consommer la nourriture. Un message bien cerné par ces populations. Au nom de la population de Kouria et en mon nom personnel, nous nous réjouissons de l'apport incommensurable que la République populaire de la Chine a toujours apporté à la République de Guinée dans le cadre de la coopération bilatérale. Au total, 7177 personnes sont concernées par le projet et touchent les préfectures de Kankan, Sigiri, Labé, Leluma, Gekedou, Boké, Massanta, Zirekore, Koya, Dubreka et Mamou.